Désolé d'avoir fait Non, mais c'était bien. Je devrais avoir assez de temps pour parler de tout. Donc moi je vais faire à peu près la même étude de cas, mais en beaucoup plus court, parce qu'on a prévu de toute façon d'avance le temps qu'on se donnait. Je vais vous parler donc de formation initiale, puisque là on s'intéresse aux collégiens et à l'apprentissage des mathématiques au collège. Alors je vous présente donc ce qu'on a appelé historiquement JVMath, donc comme le nom de notre entreprise, donc ça veut dire jeu interactif virtuel pour l'éducation, ou dans le désordre jeux vidéo intelligent et éducatif, comme on veut. Et donc je vous présente un univers qui s'appelle les gardiens de l'oubli. Alors je vais parler du concept, de ce qu'il y a vraiment dans ce jeu. On va parler un peu de scénario et là aussi je vais parler de scénario intégré, comment est-ce que nous on l'a mis en place. Ça va être un peu sur le défi créatif parce que c'est vraiment un acte de création fort, et en termes pédagogiques et en termes ludiques, donc c'est assez intéressant de regarder ça. Et enfin, je donnerai un petit retour d'expérience beaucoup plus court. Donc, à l'origine, ce projet, il a été monté donc, par moi et par mon associé, qui est prof de maths depuis 15 ans. Et ça fait très longtemps qu'il regarde la réalité virtuelle et le jeu vidéo en se disant c'est vraiment un outil que j'aimerais pouvoir utiliser. Moi, dans ma pratique, j'ai travaillé dans un laboratoire où on faisait des environnements virtuels pour la formation, donc des simulateurs qui n'étaient pas vraiment des jeux, mais technologiquement, on s'en approchait. Et lui, il fait le constat en fait d'un décalage entre l'enseignement et les élèves qui sont vraiment consommateurs. Ils viennent à l'école, c'est du tac au tac, qu'on leur donne les réponses qui seront les bonnes dans le devoir, et si on commence à leur parler d'autre chose et qu'ils demandent ces devoirs et qu'on leur dit non, on écoute zéro. Donc c'est relativement dur de les intéresser à quelque chose et de les faire sortir de cet acte de zapping et de consommation. Donc pour ça, on peut leur donner des choses nouvelles, par exemple le jeu vidéo, mais on va pouvoir aller beaucoup plus loin. C'est pas juste un acte motivationnel, le serious game. Les promesses de la réalité virtuelle pour l'apprentissage, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être dans un environnement simulé. Alors que ce soit, là je parle de réalité virtuelle, donc on est plus dans de la vidéo, mais dans quelque chose de plus simulatoire. Donc on va vraiment simuler une situation avec de la physique, avec tout ce qu'on peut imaginer. Et surtout, on va toujours mettre l'humain au cœur de la simulation. C'est-à-dire que c'est vraiment un acte, c'est vraiment une action que le joueur va faire. Il va être dans le monde, il va fabriquer des choses. Quand il était tout à l'heure, on parlait de vidéo, néanmoins, le joueur il choisissait, il faisait ses choix et il voyait les conséquences. Et ça c'est vraiment très très important. Donc par rapport aux jeux vidéo, ce qui est intéressant, c'est aussi l'image que les gens ont. Le jeu vidéo, c'est quand même un jeu de challenge. C'est-à-dire que vous allez être devant le jeu, il va falloir attendre le nombre de points, il va falloir passer le niveau, il va falloir gagner en compétences. Vous êtes toujours devant un défi. Et finalement ce défi, il existe aussi dans l'apprentissage. Vous êtes devant un objectif pédagogique, implicite ou explicite, mais il faut réussir à le résoudre. Deuxième chose très intéressante pour nous, c'est le lien social. Qui dit jeu vidéo aujourd'hui, dit pas enfermement tout seul devant son écran. Un jeu, c'est social parce qu'on va en parler dans la cour d'école, c'est social parce qu'on va être sur Facebook, on va discuter avec ses copains, c'est social parce qu'on va être dans un jeu multijoueur. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est un fort outil de motivation et on va en reparler après. Alors qu'est-ce que c'est que les gardiens de l'oubli ? C'est un jeu d'aventure, jeu de rôle. Alors un jeu de rôle, des fois ça fait peur, mais il ne faut pas avoir peur du jeu de rôle. L'idée c'est que vous avez un personnage que vous allez incarner, donc vous avez là aussi la capacité de vous décentrer par rapport au jeu. Et surtout, vous allez avoir une capacité à parcourir un monde, explorer un monde imaginaire, et vous allez pouvoir vous décentrer. Mais en même temps, vous allez être impliqué. C'est-à-dire que tout l'intérêt étant de bien maîtriser le compromis entre je ne suis pas le personnage, donc je peux faire des choses que je ne ferais pas en vrai, mais en même temps, c'est moi qui le contrôle et c'est mes choix qui vont influer sur sa destinée. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On a fait le choix d'avoir un jeu multijoueur en ligne, c'est-à-dire qu'il donne la possibilité d'avoir ce lien social dans le jeu directement, avec des potentialités de tutorat. Alors pourquoi ? On a pensé pour deux choses. D'abord, en autonomie pour un soutien scolaire. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est un élève qui n'a pas bien compris, il va pouvoir refaire, revoir, recomprendre, ou un élève qui a envie d'aller plus loin, il va pouvoir réexpérimenter les choses qu'il a vues en classe chez lui. Ce qui est important pour nous, c'est de se baser sur une évaluation réelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire qu'on va balancer des contenus aux joueurs et regarder ce qui se passe, et puis il advienne que pourra. On est vraiment dans une démarche pédagogique en amont. C'est-à-dire que dès le départ, on se dit, notre programme scolaire, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est atteindre le socle commun de compétences sur ces compétences-là. On fait une évaluation temps réel des compétences tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'elle a fait quelque chose, on va essayer de l'interpréter en termes d'évaluation. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce qu'il a l'air d'avoir compris ça, est-ce qu'il n'a pas compris? On va essayer de lui apporter des remédiations en temps réel au fur et à mesure du jeu. On l'a aussi pensé pour la classe, donc là c'est un peu différent parce qu'on n'est plus en autonomie, c'est le professeur qui est aux commandes. Et donc là il va pouvoir finalement avoir un bagage de contenu pédagogique intégré dans le jeu et il va pouvoir choisir les différentes choses. Bon,
je passe un petit peu sur les mots-clés que j'ai mis en dessous. Pour arriver au scénario du jeu. Donc le scénario, c'est très important dans un jeu comme ça, puisque c'est un jeu d'aventure, un jeu de rôle. Ce qui va être le moteur principal, c'est l'histoire. C'est l'histoire, les personnages, la mise en scène, l'ambiance. C'est vraiment ce qui va être important. Donc là, on plonge l'élève, vous avez quelques petites images sur le côté, on plonge l'élève sur une île, qui est inconnue, il débarque sur l'île au départ du jeu. Dans cette ville, il y a peu de technologie, il y a un peu de magie, il y a des trucs qu'on n'explique pas, qui vont être un petit peu des choses à découvrir. Et surtout, on a une construction de ville. C'est-à-dire que c'est un monde en reconstruction. Donc il y a des gens qui vont faire de la charpente, qui vont faire toutes sortes de choses, il va y avoir des teinturiers. On est dans un monde médiéval. Alors pourquoi ? Parce que du coup, ça va donner tout un tas de situations, de contextes, dans lesquels on va pouvoir intégrer des problèmes mathématiques. Alors c'est qu'il y a un phénomène mystérieux, c'est que les habitants, ils oublient. Tout le temps. Tout. On ne sait pas pourquoi. Donc nous, on sait, parce qu'on a fait le jeu, mais l'élève ne le sait pas, lui. Il va falloir qu'il découvre le pourquoi du comment. Alors en fait, l'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué une machine qui vole les souvenirs des gens, et ça va se représenter comme une espèce de monstres qui vont se balader sur l'île et qui vont aller grignoter les souvenirs des gens. Donc ça, l'élève va le découvrir au fur et à mesure, ça va être le leitmotiv, le fil rouge global de l'histoire, et il va se passer plein de petites histoires, les unes imbriquées dans les autres, dans lesquelles il va pouvoir découvrir tout ça. Donc, il arrive sur l'île, on lui dit, bah écoute, tout le monde oublie tout, mais pas toi, t'es un nouveau, tu viens d'arriver. Donc ça tombe bien, tu vas pouvoir aller retrouver des connaissances qu'on ne trouve plus, et tu vas pouvoir aller aider les gens qui ont oublié leur boulot. Donc ça va être le charpentier, il va plus savoir comment faire sa charpente au bon angle, donc c'est l'élève qui va être mis en responsabilité de l'aider à retrouver le fonctionnement. Alors le scénario d'introduction, c'est ce que vous pouvez déjà tester en ligne à l'heure actuelle. On se retrouve sur un voilier et on donne un défi au joueur qui va être de récupérer une plume du perroquet du capitaine. Et donc, le problème c'est qu'on n'a pas le droit d'aller dans la cabine du capitaine comme ça, donc on va se déguiser en matelot et on va se retrouver à aller aider les différents matelots du bord jusqu'à obtenir le fameux sésame qui va permettre d'aller voir le capitaine dans sa cabine. Alors pourquoi ce scénario et comment est-ce qu'on a pensé ? Alors on n'est pas parti du scénario pour ensuite coller de la pédagogie. On est parti de la pédagogie pour fabriquer un scénario crédible. Pourquoi l'oubli ? Parce que ça va nous permettre de favoriser ces différentes situations où on va pouvoir aider un artisan et puis y revenir. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a aucune raison que, parce qu'on a expliqué un truc à un artisan, et en plus c'est le travail qu'il est censé faire, 10 jours plus tard, il ne le sache plus. Là, on justifie scénaristiquement, donc on va pouvoir remettre une mise en scène avec des nouvelles valeurs et refaire faire à l'élève des choses qu'on a envie de valider. On a une île à explorer, donc là il y a une forte motivation de j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière ce mur, j'ai envie d'aller visiter tel bâtiment, j'ai envie d'aller voir la forêt au loin, etc. On a un certain nombre d'artefacts à retrouver, donc il y a une civilisation ancienne sur l'île qui a laissé des traces. Au fur et à mesure qu'on va les récupérer, ça va donner des choses et des bonus à l'élève. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt d'avoir des artisans qui travaillent, c'est qu'on va pouvoir les aider. On a un peu de technologie, on justifie le fait qu'on calcule à la main, donc on fait du calcul mental et c'est important. On a aussi un peu de magie, un peu de technologie, ça va nous permettre de définir des aides virtuelles. Ça va être des aides à la compréhension. On a un problème qui va être posé, et bien grâce à ces aides, on va pouvoir aider l'élève à mieux comprendre, en l'aidant à abstraire la situation problème. On va en reparler juste après. En particulier, je vais vous parler de la tablette des apprentis, qui est l'outil majeur qu'on propose pour ça. Alors le premier objectif c'est d'aider les artisans, le deuxième c'est de collectionner les connaissances. Alors là ce qui était important aussi c'était qu'il fallait quand même, puisqu'on visait un objectif pédagogique scolaire, se raccrocher à quelque chose de scolaire. Donc le fonctionnement c'est que on est dans ce monde, on a des problématiques, on va aller rencontrer des gens qui savent, et ces gens qui savent vont nous donner la connaissance. Et cette connaissance ça va être des parchemins sur lesquels on aura tout simplement des théorèmes. Donc là on fait un retour à l'écrit et on quitte un peu le monde 3D pour être dans du papier virtuel, mais du papier quand même. Alors le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut toujours faire le bon compromis entre le ludique et l'apprentissage. C'est vraiment l'intégration entre les deux qui était le défi clé de notre projet. Il faut toujours conserver l'objectif principal. Ce qui est important, c'est que l'élève il apprenne. Mais ce qui est important, c'est qu'ils prennent du plaisir. C'est-à-dire que le plaisir est un moteur très puissant pour l'apprentissage. Par contre, c'est pas au prix de l'effort. C'est-à-dire que c'est pas de l'apprentissage sans effort. C'est l'apprentissage avec des efforts, mais des efforts consentis sans souffrance par l'élève, parce qu'il y prend du plaisir. Donc c'est vraiment ce compromis qu'il faut atteindre. C'est du plaisir, de l'effort, mais pas de souffrance. Donc la seule solution qu'on a trouvée pour ça, c'est faire ensemble. C'est-à-dire qu'on s'est dit au départ, on va produire du contenu pédagogique et puis l'adapter, mais ça suffit pas. On va produire du contenu ludique, puis
y mettre, comme on a vu dans Tabula Digital tout à l'heure, dimension M, des bouts de maths en plein milieu, ça marche pas non plus. On est vraiment obligé de faire une conception tissée et de réfléchir aux deux en faisant des allers-retours entre les deux. Donc notre fonctionnement, ça a été un binôme de travail entre donc un pédagogue et un scénariste, et ils ont fait les allers-retours tous les deux, et vraiment ils ont conçu ensemble le scénario. Alors la difficulté, c'est ça, c'est que c'est très dur de trouver un expert qui va être quelqu'un qui fabrique du game design, qui en plus est scénariste, et qui en plus est un super ingénieur pédagogique. Et enfin, moi j'en connais pas en l'occurrence. Donc on a dit, on va faire un binôme, on a réussi à les faire travailler ensemble, ça a fonctionné. Après il y a une question de passage à l'échelle. Vous faites un jeu avec une équipe de 60 personnes, si vous fabriquez 20 binômes d'ingénieurs pédagogiques et scénaristes, je suis pas sûr que ça marche. Donc ça c'est des choses qu'il faudra valider sur une problématique d'échelle plus grande. Donc c'est un moment, il faut faire des compromis et pas des sacrifices. C'est-à-dire que quand le pédagogue il dit ça c'est hors de question qu'on l'enlève, on en a besoin, il n'y a pas de compromis possible, ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Mais quand le scénariste dit ah non cet élément scénario il est vraiment crucial, il faut vraiment qu'on ait ça, et ben on fera un effort du côté de la pédagogie pour intégrer cet élément. Alors on a expérimenté ce jeu, donc on en a deux versions. Il y a la version, donc l'introduction qui est en ligne que vous pouvez tester. On l'a testé lors d'événements, donc en gros c'est du grand public qui est venu, qui s'est posé dans la machine et qui s'est mis à jouer. Et sinon on a une autre version qu'on a testée en classe. Il y a de nouveaux tests en classe qui vont bientôt démarrer d'ailleurs. On a fait deux tests. Ces tests ont donné lieu à la rédaction d'un mémoire de recherche de M2. Donc le premier test, c'était en mode travaux pratiques. Alors j'ai pas de vidéo à vous montrer là, mais parce qu'il y a des enfants et j'ai pas forcément l'autorisation de vous montrer leur tête pendant qu'ils travaillent. Ils sont restés 2h30 sur le jeu. On avait prévu normalement 1h45, ils ont demandé du rab, et la prof de français a annulé son cours qui suivait pour leur permettre de finir le jeu, tellement ils étaient motivés. Donc on a eu un très très bon retour du côté des enfants et un très bon retour du côté des profs. On a aussi eu un bon retour pédagogique, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit bah oui, on a compris ce qui était demandé. Ça a plutôt bien fonctionné. On a eu une bonne émulation aussi dans la classe, c'est-à-dire qu'il y avait des binômes qui avançaient beaucoup plus vite que les autres, bah, ils se sont entraînés, ils ont bougé dans la classe, mais il y avait vraiment du mouvement. Alors on se pose quand même une question forte sur ce genre d'application, c'est que dans ce cas-là, le prof n'était plus un professeur dans sa classe, il était un assistant et il venait aider les différents binômes pour régler les problèmes particuliers. Donc ça sous-entend qu'il change un peu de posture. C'est intéressant pour lui parce qu'il peut du coup faire de la personnalisation forte, aller voir chaque personne et voir quelles sont les problématiques. Par contre, à la 32, ça marche plus très bien. Là, on avait deux profs pour une classe de 30, ça se passait bien. Un seul prof, ça aurait été un peu compliqué. Le deuxième test en classe, là, on est vraiment dans le fonctionnement pas en autonomie, mais avec le prof. C'est le professeur qui va utiliser la séquence pédagogique donc dans le jeu comme un média de support. Donc au lieu d'être au tableau et de faire un dessin et dire bah, voilà, vous avez ce problème et il faut le résoudre. C'est le jeu qui va faire la présentation de l'énoncé et du problème. Puis, on met le jeu en pause, chacun sur sa petite feuille fait son calcul, puis on fait un retour groupé de la réponse, et le jeu va valider la réponse ou pas. Donc ce qui était très intéressant, c'est que sur la version en autonomie, donc là c'était soit les enfants tout seuls, soit les enfants avec leurs parents, ça a été présenté dans les salons type jeux vidéo, et pas du tout des salons sur l'éducation. C'est-à-dire qu'on était mis en concurrence avec Street Fighter 4, Tekken 3, etc., etc. Il y avait des super jeux qui étaient présentés, mais les enfants sont quand même venus, ont demandé ce que c'était, se sont assis et ont joué jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a doit avoir 90% des enfants qui se sont posés devant le jeu, qui ont fait les 15 ou 30 minutes de jeu nécessaires pour aller jusqu'au bout. Et qui derrière nous ont donné un retour positif. Donc ça c'est vraiment intéressant pour nous. Voilà, 9, il me reste un transparent après ça. Donc normalement ça va aller vite. Alors je vous montre juste à quoi ça ressemble, parce que là pour l'instant c'est surtout du discours. Et là par exemple vous avez donc le personnage du joueur qui se balade. Là il arrive devant des artisans qui ont un problème pour construire un escalier. Alors là on a l'escalier qui est finalisé, mais au départ il n'y a pas d'escalier et il se pose la question de quelle poutre couper pour faire les hauteurs de l'escalier. Donc il faut tout simplement faire le théorème de Pythagore, encore faut-il le savoir, lui il ne sait pas, le joueur il est juste plongé dans cette situation-là, il va réfléchir, faire ses petits calculs, se dire ah ben non il me manque une donnée, je ne sais pas comment le calculer. Il va aller parler à un autre personnage qui lui dit bah tiens justement je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a donné un parchemin qui parle de ça, je te le donne. Et là on va avoir le fameux parchemin avec le théorème de Pythagore tel qu'il est rédigé en classe. Par contre, on va aussi donner à l'élève cet outil qu'on appelle le tablette des apprentis, qui va lui permettre de faire une photo virtuelle de la scène. Et du coup, il va passer de la scène concrète à une scène un peu plus abstraite, où il n'y a que les éléments importants, il va pouvoir tourner ça dans tous les sens,
et on va pouvoir créer des augmentations mathématiques par-dessus. C'est-à-dire qu'il va pouvoir avoir un certain nombre de guidages et d'aides, alors soit prévus dans le scénario et qui vont être distribués au fur et à mesure, soit payantes, entre guillemets. Payante, ça veut dire que l'élève, il a un stock de points de fonctionnement de sa tablette, et c'est lui qui aura l'initiative de dire, bah, là j'ai envie qu'on me débloque de l'aide. Mais s'il le fait, il va perdre cette énergie qu'il faudra qu'il regagne par ailleurs dans le jeu. Donc il va gérer lui-même son stock de est-ce que je fais tout seul ou est-ce que je demande de l'aide. Alors comme je vous disais, les points forts, c'est vraiment une motivation très forte. C'est un grand intérêt pour l'histoire. Ils ont accroché assez rapidement aux petits personnages et au scénario qui était donné. Une bonne compétition avec les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on avait comme ambition d'être pas un jeu des années 70-80, mais un jeu de maintenant. Donc c'est loin d'être facile. On a une réussite assez forte, c'est-à-dire que les compréhensions des problèmes se sont bien passées. Des problèmes qu'on aurait écrits en 15 lignes, qui ne seraient pas passés à l'écrit, sont passés grâce aux médias parce qu'on avait les images, on avait l'accompagnement, c'était mis au fur et à mesure. Et surtout, ce qui est très important, c'est que c'est des maths concrètes. Une des questions que les élèves vous poseront, c'est à quoi ça sert les maths? Pourquoi est-ce que je ferais des efforts à travailler cette matière alors que je ne sais pas à quoi ça sert, je ne vois pas à quoi ça sert? Dans notre jeu, on ne fait jamais les maths pour rien. Quand on fait des maths, c'est toujours pour répondre à un problème concret, certes médiéval ou des problèmes qui ne seront pas posés pour eux, mais c'est dans le concret. Ils savent pourquoi ils le font et ils comprennent les trucs. Ça, c'est vraiment un point très important. Alors, un point un peu inquiétant, mais pour l'instant, on a un retour plutôt positif, c'est la pollution induite par le jeu. Parce que forcément, vous avez du scénario, du blabla, des petites choses qui se passent, un peu d'humour, des choses rigolotes. Tout ça, ça prend du temps. Donc là, on a à peu près 15 minutes de jeu, 15 minutes de maths pour 30 minutes de jeu. Pour ceux qui sont allés rapidement. Ceux qui ont fait tous les dialogues, qui sont allés parler à tous les personnages, ils ont un ratio 1 pour 3 ou 1 pour 4. Donc on est polluant, mais pas trop, vu que ces 15 minutes de maths sont très positives. Donc on va dire que dans l'équation, ça passe pas mal. Alors le point faible, c'est qu'on travaille avec du texte. C'est-à-dire que quand les personnages vous parlent, c'est juste du texte écrit. Et ça, c'est quand même rébarbatif pour les élèves. On leur met jamais plus de 3 lignes à l'écran, mais néanmoins 3 lignes, c'est 3 lignes. Donc il faudrait qu'il y ait de la voix. Là, la réponse elle est simple, on n'a pas l'argent pour enregistrer autant de voix qu'on voudrait. Mais avec du budget, ça pourrait se résoudre assez facilement. Et le point faible, c'est que c'était pas assez long. C'est-à-dire qu'on nous a tous dit, c'est quand la suite, on a encore envie d'y jouer. Donc c'était ma conclusion. Juste pour conclure, ce qui me semble important dans le serious game, c'est de franchir quelque chose que l'e-learning ne franchit pas, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'un des vrais problèmes dont on a parlé ce matin, c'est le décrochage. Quand vous mettez des gens devant un écran et que vous leur demandez de travailler en autonomie, au bout d'un moment, il n'y a plus la motivation. Donc soit vous avez un coach à côté, soit vous avez un formateur à côté qui va vous redonner l'envie, soit ça ne marche pas. Il faut une volonté très forte pour s'auto-former pendant très longtemps. Le serious game, c'est peut-être une des méthodes pour, sans humain à côté de soi, regagner cette motivation et pas décrocher. C'est vraiment le jeu qui va permettre de justement atteindre cet objectif finalement de quand même fonctionner, même si c'est déshumanisé. Merci. Merci. Est-ce que vous avez, on a 3 minutes et demie pour quelques questions de précision à ce stade. Bonjour, je suis formateur dans le premier degré, les enseignants, donc je voudrais savoir ce genre de jeu, est-ce qu'il y a le parcours de l'élève est noté, tracé pour des bilans par exemple? Tout à fait. Ouais, c'est un point très important, il faut absolument tracer les différentes choses qui se passent. Là, pour l'instant, on a de la trace, on va dire, brute, on trace tout ce qui se passe. On a une évaluation des personnes par compétence, alors c'est une évaluation double. Parce que quand on évalue sur une question à choix multiple, par exemple, on n'est jamais vraiment sûr d'avoir bien évalué. Donc nous, on établit deux choses, c'est un degré de compétence et un degré de confiance dans notre évaluation. C'est-à-dire que si je vous interroge sur un problème ouvert et vous me donnez la bonne réponse, j'ai une relative confiance dans mon évaluation. Je pense que vous avez vraiment compris. Si je vous dis c'est A, B ou C et que vous me dites C, il y a une chance sur 3 que vous ayez bon sans savoir. Donc du coup, on a au fur et à mesure du temps cette notion d'évaluation de compétences, de traçabilité de l'historique de tout ce qu'on a fait, des choix qu'on a fait, et on en tire des indicateurs statistiques et des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour chaque élève. Bonjour. La question était sur le degré de technicité de l'information qu'on peut faire passer au travers d'un jeu. Jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller, théoriquement?
Ouais, c'est une question un peu piège. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de limite à part cette déshumanisation. C'est-à-dire que si on est tout seul face au jeu, on va être bloqué par les barrières de la langue naturelle, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ordinateur ne comprend pas ce qu'un apprenant dira, et on ne peut pas poser toutes les questions du monde à l'ordinateur pour qu'il les comprenne. Le jour où on aura dépassé cette barrière-là, après il suffit juste d'avoir la base de données nécessaire avec la connaissance pour pouvoir l'interroger. Maintenant, pour le moment, on s'en tient à ce qui a été prévu. Si ça a été prévu dans le scénario pédagogique, si le pédagogue l'a prévu, si on l'a fait, c'est bon. Si on est dans l'imprévu, c'est pas bon, on ne sera pas capable de répondre à la question. Et ça, pour l'instant, c'est quand même la barre. Un point peut-être ajouter le fait que les deux scénarios, les deux cas que vous venez de présenter sont des cas qui sont des scénarios à un épisode. C'est-à-dire qu'éventuellement c'est possible peut-être de construire des séquences itératives de cette façon. Voilà, donc c'était pour préciser, c'est que si le degré de technicité est trop important, on n'a jamais dit que le serious game se suffisait à lui-même, c'est-à-dire qu'il peut effectivement être intégré dans d'autres séquences pédagogiques. Si à un moment donné il faut se confronter à, je crois, s'il s'agit de construire un mur, il faut savoir faire et non pas le faire virtuellement mais le faire réellement, dans la séquence pédagogique il faut que ce soit associé à des séquences présentielles qui intègrent cette dimension-là. Donc, et nous sur le handicap, c'est ça, en gros c'est le jeu éveil, commence à se poser des questions. Après, c'est d'avoir des séquences présentielles, collectives, de façon à s'appuyer sur le jeu pour aller plus loin, donc de façon à changer les comportements. Donc, il faut le voir comme un outil complémentaire à d'autres choses. C'est quelque chose que j'ai pas dit dans la présentation, mais pour nous, ce qu'on fabrique, ça ne remplacera jamais la France. L'ambition du serious game, peut-être que je la vis et que je fabrique, c'est pas de remplacer le professeur. Parce que pour l'instant, ça me paraît pas possible technologiquement parlant. Et ça me paraît pas une bonne idée. Même si c'était possible, c'est pas ça qu'il a voulu. Même si c'était possible, ça me paraît une mauvaise idée. On ne peut pas remplacer le présidence de ou alors remplacer aussi les élèves, leur mettre des machines qui savent jouer aux jeux qui leur sont proposés. C'est pas l'objectif sur le game, c'est pas de remplacer le formateur. Et pourquoi pas? Je dirais, pourquoi pas faire des cours sans que le prof soit animateur et non pas distributeur de connaissances? Ça veut dire changer sa posture et changer son rôle, ça je l'envisage. D'accord. Mais pas le supprimer. D'accord. Mais c'est quand même important que l'élève apprenne à apprendre, et plutôt qu'on lui sort le programme de maths et de physique, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Petite question à François Calvez quand même, dans une maison qui a une réputation plutôt classique comme le CNAM, quand on arrive avec un projet qui s'appelle Serious Game, est-ce qu'on a droit a priori à doute, scepticisme, etc. Ou est-ce qu'après tout, ça devient les nouvelles façons d'intervenir du CNAM que de proposer des modalités ludiques? Non, je sais pas si notre image est indiquée J'ai juste dit classique. Mais on a quand même cette image de maison innovante, puisqu'on a été un des premiers censés. On est sur des plateformes de formation depuis 1997 sur Internet. Donc on a démarré en 1987, tout ça c'est des outils maison. Donc le e-learning, ça fait 25 ans qu'on en fait. On a une expérience dans la matière. Donc le serious game, il était intéressant d'aller se confronter au serious game en termes, je pense que j'évoquais tout à l'heure, de nouvel outil. On en parle beaucoup, il y a beaucoup d'effets de mode, c'est souvent des grosses sociétés, ça coûte cher. Donc en gros, quelle est en fait, il y a encore peu d'études scientifiques, empiriques, d'analyse des effets. Là, il y a un colloque qui a lieu la semaine prochaine, donc dans 15 jours. Et la question du colloque, c'est l'impact réel en termes d'apprentissage des serious games. Et voilà, maintenant, en gros, il y a pas mal d'études sur comment on fait un serious game en termes d'expérience apprenante, tout ce qui est apprentissage intégré, implication d'un scénario pédagogique et d'un scénario de jeu. Tout ça, en gros, c'est des choses qui ont été étudiées. Maintenant, l'impact réel en termes d'apprentissage, il y a beaucoup de paramètres. Il y a un contexte, le rôle du formateur là-dedans, c'est une question qui est en train de se poser très clairement. Donc, l'idée, c'était ça, c'était d'en créer un pour aller plus loin, pour se poser d'autres questions dans la continuité des usages du numérique. Donc c'est un projet de recherche-action sur les usages du numérique. Merci.
Donc si vous n'avez pas d'autres questions, ça va être le moment de passer à la séquence suivante qui va se composer d'une extrêmement courte pause qui va vous accompagner le temps du trajet vers les deux sessions dont vous avez le pitch dans vos documents. Parce que je l'aime, t'es pas presque